Nouvelle édition de Défense sur i24 News. On pourrait jouer au ni oui ni non. Va-t-il avoir un accord, ou alors l'opération à Rafah, ou alors que Rafah, mais pas d'accord, ou alors un accord et Rafah en même temps? C'est des questions qu'on va poser à vous. D'abord, Amit Hassa, merci de nous rejoindre. Vous êtes ancien cadre du Shabak, les services de renseignement intérieur. Je viendrai à vous dans un instant. Ali Waquet, directeur de la rédaction internationale d'i24 News. Amit, d'abord, je disais en préambule, oui ou non, accord Rafah, Rafah sans accord, accord ou pas Rafah? La première chose dont il faut se souvenir, c'est que le gouvernement et la coalition mènent la guerre, et le gouvernement a un devoir à l'égard des Israéliens, le devoir de continuer de poursuivre la guerre face au Hamas et d'éliminer le Hamas. C'est un devoir qu'on ne peut pas ignorer. D'un autre côté, il y a aussi le devoir de libérer les otages, et libérer les otages, il y a une pression très forte des Américains de parvenir à un accord qui fera avancer aussi les intérêts américains et nous permettra de sauver des otages qui sont détenus par le Hamas. Les conditions imposées au Hamas vont assez loin. C'est quelque chose que le Hamas a refusé par le passé, et le gouvernement israélien permet au Hamas de faire machine arrière, d'accepter ces conditions et de parvenir à un accord. C'est très important. J'estime, et c'est une estimation tout à fait personnelle, que le Hamas n'acceptera pas ces conditions. Le Hamas veut continuer à détenir ses capacités concernant Rafah, et tout ce qui se passera à Rafah, eh bien, sera une bonne chose pour le Hamas, parce que les Américains continueront à faire pression sur Israël pour arrêter les combats, et ce qui laissera le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Sauf qu'à Amit Hassa, la doctrine sécuritaire israélienne n'a jamais été de voir à 1 mètre devant soi. Ça a toujours été justement de voir loin. Et là, on a l'impression que les experts militaires, que ceux qui donnent les instructions au Premier ministre, justement ne voient pas loin. Ils voient véritablement, c'est une petite stratégie. Je pense qu'on ne s'agit pas d'une stratégie à court terme, mais plutôt à long terme. C'est pourquoi on réfléchit au jour d'après. On ne veut pas voir évidemment le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, et on voit un avenir où il faut réfléchir qui va prendre le pouvoir. Lorsqu'on évoque le jour d'après dans la bande de Gaza, si on veut faire entrer des acteurs comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, pour qu'ils s'occupent de la population civile dans la bande de Gaza, ils n'entreront pas dans la bande de Gaza si le Hamas y demeure. Il faut dire les choses clairement. Ils ne seront pas présents dans la bande de Gaza pour essayer de gérer la population civile si le Hamas est encore sur le terrain. Ils le disent en coulisses. Le Hamas ne permettra à personne de le remplacer, y compris l'autorité palestinienne, s'il est encore présent dans la bande de Gaza. C'est pourquoi tous ces acteurs qu'on évoque pour le jour d'après veulent voir l'élimination du Hamas. Jusqu'à présent, tout va bien. C'est exactement ce que l'on entend de la part du cabinet de guerre ou du Premier ministre. Dans les faits, ça ne se passe pas comme cela, Amit Hassa. Et on a l'impression véritablement que soit l'armée ne se fait pas entendre, soit c'est le Shabak qui ne se fait pas entendre. Mais l'un des deux, en tout cas, n'arrive pas à se faire entendre du côté du Premier ministre. J'estime que l'armée sait ce qu'il lui reste à faire. Le moyen d'y arriver est compliqué. Il s'agit d'entrer dans Rafah avec beaucoup de restrictions imposées par les Américains. Les Américains imposent des restrictions sur toutes les opérations que Tsahal fera à Rafah, et l'armée devrait être prudente. Et nous sommes un peu entre le marteau et l'enclume. Les Américains savent exactement combien il y a de malades dans les hôpitaux à Rafah, combien de blessés. Ils réclament que ces blessés ne soient pas des victimes supplémentaires. Jamais les États-Unis sont venus voir Kamal Abbas lorsqu'il était en mission pour contrer le Daesh dans le No Man's Land, lorsqu'il y avait des opérations de l'armée égyptienne. Lorsque le chef du Shabak se rend au Caire voir son homologue, à aucun moment il y a aussi ce degré de persuasion israélien qui dit c'est d'abord nos intérêts et les intérêts des États-Unis après.
Oui, alors il faut effectivement que nous devons préserver nos intérêts, mais nous ne opérons pas dans un vide. Nous savons que les Américains sont un allié très important pour Israël et les dirigeants israéliens ne veulent pas nuire à cette alliance que nous avons avec les Américains. D'un autre côté, les dirigeants savent aussi, et Netanyahou sait dire les choses lorsque cela nuit aux intérêts sécuritaires importants d'Israël, et il sait dire les choses et mettre les cartes sur la table et dire il y a une limite et après cela je dois agir. Agir, cela veut dire qu'il a aussi un devoir, pas seulement à l'égard des Américains, mais surtout à l'égard de la population israélienne. Et là aussi, il y a un dilemme de Netanyahou. Est-ce qu'il doit agir pour d'abord ramener les otages ou pour entrer à Rafah? Et c'est un dilemme qui n'a rien de simple et qui n'est pas forcément lié au dilemme face aux Américains. Est-ce que l'équation n'est pas plus simple que le Premier ministre d'abord doit ramener le calme chez lui? Si ça doit passer par une opération à l'extérieur, son but, c'est d'abord de répondre au calme chez lui, avant de voir les intérêts. Ce qui était le cas en 67 et en 73, par la force des choses en 73 aussi, pour la guerre du Kippour. C'est pourquoi je pense que ce qui va se passer, encore une fois, c'est une opinion personnelle, le Hamas n'a pas intérêt à parvenir à un accord. La patience israélienne va se terminer, je pense, dans les 24 ou 48 prochaines heures. Il y aura une entrée à Rafah. Avec quelle intensité, avec quelle force, je ne peux pas le dire parce que le plan de l'armée n'est pas connu du public, mais je pense que c'est ce qu'on va voir au cours des 24 prochaines heures. Une question qui a été entendue et qui s'est posée par beaucoup de téléspectateurs, que j'entends, avec qui je discute, sur le fait qu'il y a eu énormément de renseignements collectés à l'hôpital Shifa. Quand est-ce que ces renseignements-là vont être traduits par des actes ? Alors, concernant les renseignements, il y a un problème. On sait que beaucoup de renseignements ont été collectés, mais d'un autre côté, lorsqu'on collecte des renseignements et que le temps passe, de l'autre côté, on sait que les renseignements ont été accumulés. Comme il y a beaucoup de temps qui est passé depuis que les gens de l'hôpital Shifa ont été interrogés, tout ce qu'on savait sur ce qui se passait à Rafah, eh bien, les commandants du Hamas à Rafah savent que ces gens ont été atterrés, donc tous les renseignements ces renseignements ne sont plus en vigueur. C'est des renseignements qui peuvent être utilisés immédiatement après avoir été obtenus. Une fois qu'on sait que ces renseignements sont entre les mains d'Israël, il est très probable que les données aient échangé. Et donc là, il y a un défi complexe pour les services de renseignement. Il faut savoir quels ont été les changements sur le terrain avant l'entrée de l'armée israélienne. Il vous reste 45 secondes pour répondre. Est-ce que vous diriez que le Shabak est en train de donner des leçons de renseignement au Hezbollah alors qu'il n'y arrive beaucoup moins dans la bande de Gaza? Oui, nous savons que les renseignements face au Hezbollah, c'est quelque chose de tout à fait différent que dans la bande de Gaza. La seule chose que je peux dire concernant la bande de Gaza, c'est que plus les combats ont avancé, eh bien, le Shabak dispose de plus d'agents humains, d'éléments, et on n'avait pas ça avant le 7 octobre. Et c'est combien important de préciser, vous avez eu raison, Amitassa, de parler de HUMINT, de renseignements humains, parce que parfois les experts israéliens ont oublié que derrière des robots, il y a quand même des hommes. Le SIGINT, la Startup Nation, ça a du bien, mais il y a aussi les renseignements humains, c'est eux qui amènent le travail. Merci. Amitassa, reste avec nous, puisque j'ai le plaisir d'avoir à nos côtés Ali Waked, merci, directeur de la chaîne internationale d'I24 News. Je vais finalement vous poser la question, est-ce que c'est exactement ce que Amitassa venait de dire, est-ce que pour vous, le Hamas est en train de gagner la guerre et militaire et psychologique? Au moins sur le plan psychologique, le Hamas nous donne l'impression qu'il est encore capable à résister pour des mois, voire pour des années, comme disent certains porte-paroles du Hamas. Mathias, il faut dire la vérité. Quand le Hamas résiste
à des initiatives, à la pression arabe de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, des Émirats, voire des États-Unis et du Qatar. Ça, on doit se poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est capable à dire non à des initiatives dont la majorité de la population gazaoui est favorable, dont une partie de la direction du Hamas et celle qui est à Doha est favorable, mais ceux qui se trouvent sur le terrain ou plutôt dans les tunnels sont capables à résister, à dire on est capable à mener la guerre pour encore des mois. Le Hamas, il dit Israël a dit que si on se débarrasse des légions du Hamas dans l'ouest de la ville de Gaza, ou plutôt avant dans le nord de la bande de Gaza, et après on a dit l'hôpital Shifa, puis on a dit l'opération à Khan Younes sera une opération qui va définir et décider le sort de la guerre. Et maintenant on parle de Rafah. Selon les porte-paroles du Hamas et les porte-paroles de la branche armée du Hamas, ils ne disent pas que leur force est restée intacte, mais que les dommages que la branche armée du Hamas a reçus a été limité et qui peuvent continuer. Mais quand on parle de Gaza, il faut penser au nord, il faut penser à d'autres fronts. Ce que fait le Hezbollah pour le Hamas est perçu de la manière suivante, que le fait qu'il y a la guerre, ou soi-disant la guerre au nord, évite que l'armée israélienne envoie toutes ses forces, toutes ses troupes à la bande de Gaza, et le Hamas est capable de manœuvrer et de résister. Et il faut dire la vérité, Mathias, c'est peut-être frustrant et très frustrant. La semaine dernière, où il y a 10 jours, les membres de la branche armée du Hamas ont reçu une partie de leur salaire mensuel. Okay? Les gens au nord de la bande... Qui paye? C'est le Hamas qui paye. Maintenant, la provenance de cet argent, ça, on peut dire, c'est peut-être l'Iran, peut-être c'est le Qatar. Justement. Administrativement, ceux qui sont en train de gérer la vie quotidienne des Gazaouis au nord de la bande de Gaza, à la ville de Gaza, et maintenant dans le centre et dans Khan Younes, c'est le Hamas. Et je vous rappelle, l'armée israélienne était présente à Khan Younes jusqu'il y a 2 semaines, et du coup, maintenant, le Hamas reprend l'administration civile de la ville de Khan Younes. Alors, est-ce que c'est pas justement l'objectif de l'Égypte et aussi et surtout du Qatar de tout acheter finalement? Ils peuvent acheter le silence des États-Unis, ils peuvent acheter le silence des Gazaouis en donnant de l'argent et ainsi maintenir une guerre à petit feu. Et ça, ce qui se passe, c'est une guerre à petit feu. Et il faut le dire la vérité, ça fait quelques mois que cette guerre elle est à petit feu. Mais moi, je pense que ça, c'est aussi un intérêt d'une partie du gouvernement israélien de garder cette guerre à petit feu. Parce que c'est pas seulement le Hamas qui ne veut pas aboutir à la discussion du jour d'après. C'est aussi le Premier ministre israélien qui n'a pas intérêt à ce que les investigations internes s'ouvrent, à ce que les protestations accélèrent. Vous savez que dans Défense, on ne parle pas de politique, on parle de défense. Et moi, et justement, je vais poser une question plus profonde que ça. Vous dites que c'est Benyamin Netanyahou. Or, celui qui refuse et celui qui dit non, c'est le Hamas. C'est pas Israël. Oui, parce qu'ils sont qui peut encore refuser parce que la pression militaire, soit elle n'est pas suffisante, soit le Hamas est capable à résister à la pression militaire comme elle a été faite jusqu'à présent, parce que le Hamas sait que si il risque d'arriver à sa fin, il y a l'Iran, il y a le Hezbollah, il y a les Houthis et il y a les Irakiens. Nous, on avait tendance à un peu sous-estimer la contribution de ces fronts pour la résistance du Hamas et la capacité du Hamas à résister. Mais il s'avère que ces gens-là, les Iraniens, ils sont un peu plus intelligents qu'on avait pensé au début et qui sont en train pour le moment d'organiser tous leurs proxys comme ils voulaient justement. L'armée israélienne est en train, jusqu'il y a quelques semaines, Israël, nous, on a saigné à la bande de Gaza avec tous les jours des soldats tués, avec une économie presque paralysée, avec des dizaines de milliers de gens qui ont fui le sud et étaient très loin de leur maison. La situation est encore le cas pour le nord. Et pour le moment, ils ne voient pas comment est-ce que le Hamas peut disparaître. Et je pense que le fait que le Hamas ne doit pas disparaître, c'est aussi un intérêt qatari, par exemple. C'est aussi un intérêt des acteurs dans la région et ça complique la tâche. Une question. On en parlait hors antenne avec Amit Assar il y a 2 jours de cela. 2011, Gilad Shalit est libéré, dont
des terroristes comme Yahya Sinwar, les Kawasme et ceux qui ont opéré à Hebron, par exemple, la branche du Hamas à Hebron, à Hébron. À quand le 7 octobre, si jamais des terroristes qui ont du sang sur les mains sont libérés? Est-ce que c'est pas ça aussi l'objectif du Hamas et de l'Iran? Absolument, absolument. Et l'expérience prouve que, Ouais, à la au fin, niveau après de longues négociations, Israël cède. Et Israël libère ceux dont le Hamas demande qu'ils soient libérés. On a vu, c'était le cas après Shalit, on a vu les noms qui ont été libérés, même dans le premier deal, comme avec Ahmad Jibril dans les années 80. À la fin, Israël cède. Cette fois-ci, avec une petite différence, qu'Israël est prêt à céder, le Hamas n'est pas prêt à céder parce qu'il y a un consensus international. On ne veut plus voir le Hamas faire partie de la vie politique à la bande de Gaza et en général dans le Moyen-Orient. Et le Hamas sait malheureusement pour nous que les otages sont l'assurance pour sa survie politique cette fois-ci et non pas seulement militaire. Vous croyez vraiment qu'il y a une pression internationale vis-à-vis du Hamas? Pas assez forte, Mathias. Et une pression militaire. Est-ce que le temps n'est pas venu aussi d'arrêter les mots et de passer à l'acte, justement? Non, Mathias, ça fait des mois qu'on est à l'acte. Le Hamas est en train de profiter du fait que, soi-disant, il y a un consensus en Israël que le jour d'après, l'autorité palestinienne ne fera pas partie de ce jour d'après. Mais si l'autorité palestinienne ne fera pas partie du jour d'après et le Hamas ne fera pas partie du jour d'après, il y a ces rêves de certains Israéliens comme quoi, j'ai entendu monsieur Assad dire, les Émirats, les Saoudiens. Les Émirats, les Saoudiens ne mettront pas le pied si les Palestiniens ne veulent pas qu'ils mettent le pied. Israël peut demander, Israël peut souhaiter, mais ni les Saoudiens, ni les Émiratis, ni les Égyptiens vont mettre le pied s'il n'y a pas un consentement palestinien. Merci beaucoup Ali Waked, merci beaucoup Amit Assa. Alors on parle de la pression américaine, la pression politique, parce que du côté de la rue américaine, vous allez le voir, plus de 70% soutiennent encore Israël. Regardez. Est-ce que les Américains soutiennent encore Israël face au Hamas? À en croire un sondage effectué la semaine dernière par l'université d'Harvard avec l'Institut Harris, la réponse est oui. 80% des personnes interrogées disent soutenir davantage Israël dans ce conflit. 20% tout de même choisissent le Hamas, une organisation terroriste. S'il faut choisir entre une opération à Rafah ou faire marche arrière et permettre au Hamas de conserver son autorité sur la bande de Gaza, là encore, 72%, une majorité des Américains choisissent Rafah. Un espoir, partagé par les Américains, celui de voir un cessez-le-feu permanent. Cela dit, 68% d'entre eux s'y opposeraient si le Hamas était encore autorisé à détenir des otages et faire la loi à Gaza. À l'heure où les images de Gaza font le tour du monde, 51% des Américains pensent que le chiffre de 30 000 victimes avancé par le Hamas est exact. Ils sont 49% à estimer qu'il a été exagéré par le groupe terroriste. Après presque 7 mois de guerre, 71% des sondés pensent que c'est le Hamas et pas Israël qui est principalement responsable de la crise à Gaza. Que pensent les Américains du travail accompli par Joe Biden dans le conflit entre Israël et le Hamas? 39% approuvent, mais 54%, une majorité, désapprouvent pour plusieurs raisons. Parmi les personnes interrogées, 52% estiment que sa politique vis-à-vis d'Israël est motivée uniquement par l'intérêt national américain, celle de voir son allié israélien en sécurité. 48% pensent que la politique intérieure américaine joue aussi dans l'équation, comprendre la campagne visant à la réélection de Joe Biden. Je me tourne vers Mike Wagenheim. Vous êtes correspondant d'I24 News à New York. Quelle est la situation sur le terrain? On parle des manifestations et du mouvement anti-Israël dans les campus. Après des semaines de manifestations et de désordres pro-palestiniens et pro-Hamas, les dirigeants de l'Université Columbia ont finalement dit c'est assez. La présidente Shafik a demandé à la police de New York, avec notamment des unités antiterroristes, d'évacuer deux campements
qui occupait les sites de l'université. Plus tôt dans la journée, le maire de New York, Eric Adams, a dit que c'était des agitateurs venus de l'extérieur qui étaient responsables de ces émeutes. Mike, on a du mal à comprendre, nous, depuis Tel Aviv, qui gère la sécurité de ces événements? Qui est en charge de l'application sécuritaire de ces événements? Comme l'université Columbia est une université privée sur un terrain privé, la police doit être invitée par la direction de l'université. Ils sont invités dès mardi, mais les règles ne sont pas uniformes. Aux États-Unis, quand il s'agit d'émeutes sur les campus universités, cela dépend si c'est une université publique ou privée. Cela dépend des décisions de la direction de l'université ou du gouvernement local. Parfois, il y a la police du campus, il y a la police municipale, voire la garde nationale, comme on l'a vu parfois ces dernières semaines. Au niveau fédéral, le Congrès américain prend des mesures ces jours-ci pour s'occuper de l'antisémitisme dans les campus universitaires. Et au niveau fédéral, lorsque l'on parle de la Maison-Blanche, il y a eu une enquête du FBI qui a été lancée pour voir quelles sont les racines de ces manifestations pro-Hamas, pro-terroristes, pour voir s'il y a eu un financement étranger ici à New York. Mike Wangenham. Alors Océane, Nicole, merci de nous avoir rejoints. On va comprendre justement qui est derrière ces manifestations dont parlait Mike à l'instant. Vous avez les chiffres et ils font froid dans le dos. Parce que c'est vrai que ce sont, au-delà des manifestations pro-palestiniennes, c'est clairement anti-israélien, antisémite, pro-islam et même pro-Hamas, et c'est à se demander si c'est finalement pas financé indirectement ou directement par le Hamas ou par ses proxys. Quand on pense à ses proxys, on pense au Qatar notamment, et on a vu en effet de manière tout à fait officielle le ministère de l'Éducation américain là-dessus est bizarrement assez transparent. Vous allez sûrement le voir, il y a la liste des pays qui financent, qui fait des dons, des donations en anglais, qui est disponible donc sur les sites officiels du département de l'Éducation des États-Unis. Et on voit qu'il y a donc en effet le Qatar qui est clairement en tête, le Qatar qui finance énormément d'universités, de facultés américaines aux États-Unis. Le dernier don en date qui a été fait par le Qatar, c'était à l'université de Cornell. Cornell, c'est dans le nord des États-Unis, à la frontière avec le Canada. Le dernier don en date, c'était le 1er janvier 2024, c'était il y a quelques mois. Le Qatar qui a fait un don donc à cette université uniquement de 159 millions de dollars juste pour cette université. C'était il y a quelques mois. Entre 2001 et 2021, là, faut s'accrocher, le Qatar a apporté une contribution à hauteur de 4,7 milliards de dollars. Ça représente 4,4 milliards d'euros à des institutions donc d'enseignement supérieur aux États-Unis. Alors, on le voit clairement sur les sites officiels qu'on en a pu consulter des États-Unis. Encore une fois, des sites qui sont complètement transparents. Il n'y a même pas eu besoin de fouiner. On voit clairement, noir sur blanc, que ce sont des cadeaux qui ont été faits par le Qatar à ces universités, où c'est soit des cadeaux, soit des accords limités. C'est ce qu'il y a donc écrit sur ces... C'est assez impressionnant. Ah oui, encore une fois, ça a été très facile à trouver. Ça bizarrement assez transparent et pas du tout compliqué à voir. Alors quels établissements sont concernés? Il y en a plus de 80 universités qui sont donc financées en grande partie par le Qatar. On a pris un petit peu le top de ces universités en termes de chiffres. Il y a par exemple Carnegie Mellon University, c'est à Pittsburgh. Elle, entre 2020 et 2023, en 3 ans à peine, cette université a reçu 301 millions de dollars de la part de Doha. Il y a aussi la Virginia Commonwealth University qui a reçu 215 millions de dollars entre 2019 et 2023 uniquement par le Qatar. Georgetown University a elle reçu 210 millions de dollars entre 2015 et 2023. Harvard, que l'on connaît tous, a reçu plus de 8 millions de dollars depuis 2020. Encore une fois, ces 8 millions ont été directement déboursés par le Qatar en dons, en donation, en cadeaux à Harvard. Et il y a aussi Cornell University, donc on en parlait, 1,5 milliard de dollars depuis 2015. Il y en a beaucoup d'autres, puisqu'on le disait, il y en a plus de 80. Donc c'est une certitude.
Le Qatar finance, fait des dons, des cadeaux à ces universités américaines, et on voit que cet argent est utilisé pour des manifestations donc pro-palestiniennes, anti-israéliennes, antisémites presque, l'on voit depuis plusieurs jours maintenant. Quand le Qatar en plus soutient officiellement le Hamas et le finance d'ailleurs, le Qatar n'est pas le seul. Tout à fait. Il y a aussi d'autres pays comme la Chine, l'Arabie Saoudite ou l'Irak. On a fait un petit tableau, vous allez voir, du nombre de donations qui ont été faites aux universités américaines depuis 2012. Le Qatar donc en tête avec plus de 3 milliards de dollars. On l'a vu. Ensuite, il y a aussi la Chine, 1,7 milliard de dollars. L'Arabie Saoudite qui a fait 1,4 milliard de dollars de dons depuis 2012. Il y a la Russie, la Turquie, le Venezuela, plus de 4 millions de dollars, c'est des chiffres tellement gros qu'on a du mal à les lire. Il y a aussi la Syrie, plus d'un des million. Pays pro-israéliens. Exactement. Alors, il faut quand même rappeler que ce tableau, on l'a fait nous-mêmes. On n'a pas mis volontairement, on a enlevé les pays européens, les pays occidentaux pour se concentrer uniquement sur les pays un petit peu douteux, démocratiquement très douteux, pour voir qu'en effet, ces universités américaines, énormément, des dizaines et des dizaines, sont clairement financées par des pays tels que le Qatar, l'Irak, la Syrie, Russie, Venezuela, des pays qui sont très clairement anti-israéliens, et on voit maintenant malheureusement comment ces universités utilisent cet argent. Et il n'y a pas que ces pays, il y a aussi un certain George Soros. Tout à fait, on rappelle, homme d'affaires, philanthrope, investisseur américain d'origine hongroise et de confession juive. Il a 94 ans. Lui, il a créé la fondation Open Society Foundation, donc en 79, qui a pour but, je cite, de mener partout dans le monde des actions pour promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'accès à l'éducation. Et selon le New York Post, cette fois, depuis 2016, cette fondation que George Soros a créée a accordé plus de 15 millions de dollars à des organisations dénonçant, je cite encore une fois, l'occupation israélienne. Il faut savoir que selon les archives de cette Open Society Foundation, encore une fois, on a trouvé les chiffres noir sur blanc, il se cache absolument pas. Cette fondation, elle a donné 13,7 millions de dollars à des subventions à des organisations qui subventionnent et qui ont justifié les attaques, les massacres, les actes monstrueux du Hamas le 7 octobre. Il y a notamment le Tides Center, ça c'est un organisme qui fait aussi partie de tous les grandes associations que possède donc George Soros. C'est un organisme qui veut aider, je cite, les petites associations progressistes à se développer, et parmi les bénéficiaires donc du Tide Center, on retrouve notamment Abdallah Justice Project, je cite, qui se situe dans l'Illinois, et lui aussi a clairement financé là aussi les mouvements pro-palestiniens, encore une fois anti-israéliens, antisémites, que l'on voit depuis plusieurs jours maintenant dans ces campus américains. Merci Océane Nicole, et je le répète, ça fait plus que froid dans le dos et ça donne matière à réflexion. Des questions justement que nous allons poser à Benny Salerno. Merci Benny d'être avec nous. Vous êtes ancien lieutenant de la police du New Jersey. Vous connaissez et vous suivez de près ces mouvements anti-israéliens dans les campus et universités américaines. D'abord, première réflexion sur ce dont vient de parler Océane Nicole, à savoir le fait que les campus universitaires sont financés, Benny Salerno, en grande partie par le Qatar qui finance le Hamas. Votre réaction? Effectivement, je crois comprendre qu'il y a beaucoup d'universités qui reçoivent des financements de différentes sources. J'espère que les universités aux États-Unis vont faire la chose adéquate et choisissent bien leurs sources de financement. Je comprends que certaines personnes soient en colère du fait de ces sources de financement. Mais je ne pense pas que on puisse justifier la violence contre les Israéliens et les étudiants israéliens. Il y a une longue histoire derrière cela. Il y a des gens qui ont des idéologies, parfois qui n'étudient même pas dans ces universités, et tout cela ne justifie pas
nous devrions cesser nous-mêmes les financements. Je ne pense pas qu'il faudrait cesser les financements des universités juste parce qu'il y a certains individus qui créent des émeutes. Béni Salerno, vous êtes l'un des premiers à être intervenu le 11 septembre. Vous avez perdu des amis le 11 septembre justement. Est-ce que entendre sur le sol américain des propos comme Intifada Revolution ou nous brûlerons tout, ça résonne quoi? Ça résonne comment dans votre tête? Cela ramène effectivement des souvenirs très difficiles, c'est douloureux, c'est quelque chose d'abject. Nous vivons dans une société et on ne devrait pas entendre ce genre de choses, surtout dans les universités, dans des institutions d'enseignement supérieur. Des gens veulent entrer dans ces universités pour étudier, pour promouvoir, pour faire avancer leur éducation, pour débuter leur carrière professionnelle. Et nombre de ces manifestants sont en réalité des gens qui sont payés pour cela, qui ne sont pas vraiment étudiants dans ces universités, qui ne sont absolument pas des gens éduqués. Ils sont soutenus par des entités extérieures sans le moindre lien aux universités, et ils soutiennent cette espèce d'idéologie très étrange. Lorsqu'on leur pose la question, ils ne savent même pas pourquoi ils se battent. C'est absolument abject de voir de telles choses dans la société dans laquelle nous vivons. Mais alors, si ce sont justement des troubles faits, pourquoi il est si compliqué aux États-Unis d'envoyer la police faire son job et justement arrêter ces troubles faits? C'est une excellente question. Une grande partie des universités sont des universités privées et ont leur propre force de police et de sécurité. Lorsque les gens vont à l'université, il s'agit qu'ils soient en sécurité sur le campus. Et surtout dans les universités privées, les universités disent de dire aux parents que leurs enfants sont menacés par des sources extérieures, c'est quelque chose que les universités ne veulent pas admettre. Donc ils essayent toujours de gérer la situation en interne et sans faire appel à une aide extérieure. Une fois qu'on a dit cela, le problème, c'est qu'on n'aurait jamais dû en être au point où il faut une intervention de la police. On savait bien que la situation qui était ces derniers mois allait mener vers l'escalade. On voit que la situation escalade d'heure en heure et on voit qu'il y a déjà des lancers de pierres et on sait qu'il va y avoir une escalade. Donc les gens qui ont payé pour étudier dans ces universités ont le droit d'être sur le campus et d'être en sécurité. Et ce sont les universités qui doivent prendre la décision et de dire, nous devons reprendre le contrôle de la situation et les universités doivent décider de mettre fin, de faire appel à la police pour que la police entre sur le campus. Et une fois que la décision a été prise, par exemple pour la police de New York, eh bien la police de New York est très bien formée et s'est rendue sur les lieux et a réussi à évacuer les manifestants. Mais qui est responsable, Béni Salerno? Parce que vous faisiez partie, par exemple, de la brigade anticriminalité dans la plus grande partie de votre carrière. C'est très clair. Il y a une unité et elle intervient. Mais là, on a l'impression que c'est brouillon. C'est la police, c'est le FBI, c'est la police fédérale. Qui est-ce qui intervient dans ce genre de cas? En ce qui concerne les universités, eh bien, effectivement, c'est toutes les forces que vous venez de citer. Et c'est en fait une question politique. Et tout le monde a très peur de faire de la politique. Quand vous êtes université et que les frais de scolarité sont très élevés, voilà, si vous dites il y a un problème sur nos sites et les étudiants ne sont pas en sécurité, il faut appeler des forces sécuritaires, c'est quelque chose que les universités sont assez réticentes à faire. Mais à un moment, il faut prendre ces décisions.
Parce que vous voyez ces images que vous voyez, il ne faudrait pas qu'il y ait la moindre tente, n'aurait pas fallu qu'il y ait un campement du tout. C'est-à-dire il aurait fallu y mettre un terme immédiatement. C'est la même chose que quand il y a un incendie. Voilà, vous appelez immédiatement les pompiers. Eh bien là, il aurait fallu appeler directement les forces de sécurité. Vous ne voulez pas qu'il y ait, voilà, quand vous avez des dizaines de personnes, après vous en avez des milliers et vous perdez le contrôle. Donc, encore une fois, c'est aux universités, c'est à la direction de l'université de dire dès le départ, voilà, on sait qu'il y a des plans contingents au cas où il y a un incendie, où il y a un tremblement de terre, ou au cas où il y a des émeutes. Donc, c'est une des choses qui ont été évoquées et préparées. Donc, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire dans ce type de situation, mais il faut encore une fois prendre la décision. Il faut agir en fonction de ces plans, utiliser les partenaires à l'extérieur pour assurer la sécurité de tout le monde. On n'aurait encore une fois jamais dû en être là. Voilà qui est clair. Merci. Et en tout cas, de la part d'un ancien policier de la police de New Jersey qui comprend le problème. J'imagine en plus que vous avez des enfants en âge justement d'être en université. Merci Béni Salarno d'avoir répondu à nos questions. Thank you so much for having me. Merci beaucoup de m'avoir invité et je souhaite que tout le monde soit en sécurité. Et je rejoins à présent l'historien et professeur des universités aux États-Unis, Richard Landes. Merci de répondre à nos questions. Richard, on a l'impression véritablement que l'histoire aujourd'hui des États-Unis finalement comme un air de déjà-vu et qu'il y a derrière cela véritablement une histoire de chaos, une histoire de vouloir semer le chaos. Et qu'est-ce qui se répète? Les années 68 ou... Véritablement, on a l'impression qu'il y a une volonté, alors je ne sais pas de qui, mais d'aller bien plus loin que de simples manifestations et qu'il y a une volonté de déséquilibre de la démocratie. Oui, absolument, absolument. Je crois qu'on est en train de regarder un moment qui s'est préparé pendant pas mal de temps, au moins 25 ans de folie selon le livre que j'ai écrit, mais maintenant c'est une nouvelle étage de ce que j'appelle, comment on dit en français, en football, quand on marque un goal contre soi. Un but contre son camp. Alors, c'est une mediniyut, c'est une politique de own goal en anglais. On dit, depuis 25 ans, les intellos, les journalistes, les politiques ont, pas tous, mais largement et en grandissant, la majorité, ont commencé à prendre des positions qui sont directement contre les intérêts à la fois des États-Unis et en général de la démocratie dont les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale est le garanteur hégémone. Vous avez enseigné aux États-Unis, vous avez enseigné également en Europe. Est-ce qu'on a raison de dire que finalement les campus américains inspirent ce que l'on voit aujourd'hui à Sciences Po, en Angleterre et en Allemagne? Oui, mais il faut dire que quand ça a commencé en l'an 2000 avec le soi-disant intifada, Al-Aqsa Intifada, moi je crois que c'est mieux compris comme le djihad de Oslo. À ce moment-là, la France était en avance et l'Europe était en avance dans les actes d'autodestruction. Exemplifié par exemple par toute l'affaire des bandes dessinées danois de Mohamed. Toute cette affaire a montré l'Europe à son plus faible. Et à ce moment-là, en 2005, il y a un Anglais qui vivait au Canada, qui a écrit un livre dont le titre c'était l'Amérique seule. Et pour lui, à ce moment-là, il avait l'impression que c'était l'Europe qui se suicidait devant l'assaut de ce que j'appelle les califateurs, c'est-à-dire les musulmans qui veulent
établir un califat global dans nos jours, et que les États-Unis seraient seuls à la fin. Mais en fait, maintenant, les États-Unis ont pris le devant et sont en quelque sorte les plus fous. Est-ce que on aimerait comprendre, lorsque vous étiez professeur d'université aux États-Unis, est-ce que véritablement vous entendiez ce genre de discours qui était repris dans les campus, ou c'est nouveau? Non, c'est nouveau dans le sens que c'est une nouvelle étage, une nouvelle étape qui est allée bien plus loin. Mais il faut se souvenir que au moment où les attaques suicidaires contre les Israéliens, cette guerre de terreur impitoyable dans les premières années du XXIe siècle se déroulait, c'est la gauche et même les libéraux en Europe et aux États-Unis qui ont décidé que, comme l'a dit Ian Buruma dans les pages de New York Times en 2003, que c'est un test de sa loyauté au principe du camp libéral d'être pro-palestinien. Alors déjà, Oui, on avait des gens qui regardaient. Richard Landes, on peut être pro-palestinien. En revanche, lorsque le responsable c'était pro-palestinien précisément au moment où les Palestiniens se comportaient de façon dégueulasse. Mais est-ce que le responsable des étudiants, par exemple, qui vient de dire que les sionistes ou les juifs doivent mourir, est-ce que ces mots-là ont une... Il ne disait pas ça. Non, ça c'est le nouveau étape, et c'est en quelque sorte, après le 7 octobre, ils ont été forcés à faire face ou au fait qu'on les a déçus et on a dit nous on est pour la justice, la liberté, les droits humains, et il faut nous donner support parce que c'est les méchants Israéliens qui ne veulent pas nous donner notre liberté, où ils se rendaient compte que c'était faux et qu'en fait c'est une guerre génocidaire contre Israël, ou comme on dit en anglais, to double down, c'est-à-dire j'ai fait une erreur, alors je dédouble l'erreur en renforçant mon support pour des gens qui se sont montrés absolument atroces. Professeur Richard Landes, ça sera ma dernière question, si vous pouvez y répondre rapidement. Est-ce que pour vous c'est un épiphénomène maintenant parce qu'il y a la guerre à Gaza et sur le front nord, ou alors on se dirige vers une situation de chaos dans les campus universitaires américains? C'est-à-dire, le trajectoire est très mauvais. De toutes sortes de points de vue, les campus aux États-Unis, mais aussi l'académie en Europe, a été occupée par des forces, ou que ce soit des djihadistes, des califateurs, ou que ce soit des radicaux révolutionnaires, trotskistes, etc., comme en Angleterre, où cette combinaison a plus ou moins occupé l'académie. Et pour eux, la révolution, c'est ce qu'ils veulent. Et donc, jusqu'à ce qu'on renverse ça, on renverse le diversity, equity and inclusion, qui fait qu'ils se remplacent, ils se mettent dans toutes les positions administratives, etc. C'est pourquoi la réaction administrative est si faible envers le phénomène à laquelle ils se font face. Et jusqu'à ce que ça se remet, on est sur le chemin du chaos. Et je crois que c'est très sérieux. Merci, professeur Richard Landes, d'avoir été avec nous. Direction la France également. Valérie Pécresse a annoncé suspendre les financements de la région et l'Île-de-France à Sciences Po, après l'occupation des locaux par des étudiants pro-palestiniens en signe de soutien à Gaza. Pour en parler, la situation justement de ce qui se passe sur le terrain. Merci Anna Papiachvili, vous avez les détails.
Bonsoir Mathias. Oui, pour Valérie Pécresse, une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite et instrumentalisés par LFI et ses alliés islamo-gauchistes ne peuvent pas dicter leur loi à l'ensemble de la communauté éducative. Voilà ce qu'elle a écrit sur X, anciennement Twitter. Valérie Pécresse, elle appuie sa décision de suspendre le financement en affirmant que face au renoncement de la direction, la région appelle à un sursaut d'autorité. Une annonce qui intervient donc à la suite de l'accord trouvé justement entre la direction de cet établissement et les étudiants pro-palestiniens. Vendredi dernier, les responsables de Sciences Po se sont engagés à organiser un débat interne et à suspendre des procédures disciplinaires qui avaient été lancées contre des manifestants pro-palestiniens. Tout cela, ce soutien régional, ça représente tout de même 1 million d'euros qui était prévu pour 2024 dans le cadre du contrat du plan État-région et puis d'autres crédits de fonctionnement destinés notamment à la mobilité internationale prévus pour le printemps et la rentrée sont donc suspendus par cette décision de la présidente de la région Île-de-France, suspendue donc pour le moment. Gabriel Attal déjà avait accusé samedi une minorité agitée par des forces politiques, notamment la France Insoumise, de chercher à perturber le fonctionnement de cette institution. Et puis, cette mesure de Valérie Pécresse n'a pas manqué de faire réagir, notamment dans l'opposition régionale, qui a regretté une décision lunaire prise par la présidente LR de la région. Il n'y a pas qu'en France, Anna, où il y a un mouvement anti-israélien. Ça se passe également en Allemagne. Et il est autorisé par la municipalité. Oui, ça s'est passé samedi dernier où plus d'1 millier de personnes ont défilé dans les rues d'Hambourg pour appeler à l'instauration d'un califat en Allemagne, un rassemblement qui s'est tenu à l'appel de l'association Muslim Interactive. 1100 hommes se sont retrouvés en fin d'après-midi dans cette ville. C'est ce que rapporte précisément un journal local, suivi séparément de 80 femmes et de nombreux manifestants portaient des sweats à capuche sur lesquels était écrit califat. Sur ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, on peut voir aussi la foule brandir des pancartes reprochant notamment aux médias leur islamophobie, notamment à propos du conflit qui est en cours dans la bande de Gaza, même s'il y avait d'autres revendications comme la situation des musulmans en Allemagne qui subirait une dictature des valeurs entre guillemets et qui mettrait l'islam en danger. Réaction immédiate et condamnation unanime de la classe politique allemande face à cette manifestation. Même le chancelier Olaf Scholz est monté au créneau. Il a assuré qu'il fallait que toutes les mesures prévues par l'état de droit soient envisagées pour mettre fin à de telles manifestations sur la voie publique. Ceux qui souhaitent un califat ne sont pas au bon endroit en Allemagne. Voilà la ministre de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser. Et puis d'autres réactions ont demandé également à l'interdiction de cette organisation Muslim Interactive qui serait proche d'une organisation créée à Jérusalem, le parti islamique Hizb ut Tahrir, une organisation transnationale proche des frères musulmans et interdite en Allemagne et dans d'autres pays depuis 2003. Mais le combat de Muslim Interactive, elle s'étend aussi au-delà des frontières de l'Allemagne puisqu'ils entendent défendre toute agression de la part des États européens envers l'islam et les musulmans. Quelques jours, par exemple, après la décapitation de Samuel Paty, le 16 octobre 2020, cette organisation avait organisé une manifestation près de l'ambassade de France à Berlin pour protester contre l'agression de 2 femmes de confession musulmane à Paris qui s'était déroulée quelques jours après la décapitation. Et selon un rapport, cette fois-ci publié par l'UE, en 2022, Muslim Interactive s'active notamment à recruter des membres via les réseaux sociaux, et cela dans toute l'Union européenne. Merci Anna Papia-Julie. Frédéric Bechnar, ancien directeur général de la police nationale, aujourd'hui vice-président LR au Conseil régional d'Île-de-France. Ce dont vient de parler Anna, ça vous dérange, ça vous choque, ça vous met en colère? Oui, incontestablement. On voit bien qu'il y a quand même une montée en Europe, mais dans notre pays, ce qui est évidemment pour moi le souci le plus important, de l'antisionisme et notamment et surtout de l'antisémitisme. On espérait franchement qu'on ne verrait plus ce genre de choses en France et force est de constater que malheureusement, il y a encore tout un tas de
de jeunes gens peut-être plus ou moins manipulés, proches de l'extrême gauche, qui, par une espèce de convergence des luttes, en arrivent à soutenir des terroristes islamistes. Vous dites qu'ils sont manipulés. Est-ce qu'il y a aussi une grande part d'ignorance? Parce qu'on a vu une scène qui a choqué, bien évidemment, ceux qui s'en souviennent. Ces mains ensanglantées. Elles ne font pas appel à une cause, mais elles rappellent justement le lynchage des 2 réservistes israéliens à Ramallah dans les années 2000. Oui, absolument. Moi, je pense que les gens, notamment les étudiants à Sciences Po, à la Sorbonne, un certain nombre d'entre eux sont des activistes. Un nombre qui sont toujours une minorité sont des suiveurs qui sont probablement manipulés. On leur raconte des choses simples à comprendre. On leur montre des images immédiates sans toujours qu'on fasse de lien entre tout ça. Et finalement, on ne se pose même pas la question qui est pourtant une question essentielle. C'est que d'un côté, on a le pays Israël, qui est une démocratie, qui est un pays qui est un ami de la France, et de l'autre côté, on a une organisation terroriste qui est le Hamas. Et ça, finalement, on ne peut pas renvoyer dos à dos une démocratie, une organisation terroriste. C'est juste impossible. Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et puis, rappelons que nous avons une minorité d'étudiants qui empêchent de travailler et de fonctionner normalement. Une université aussi prestigieuse que Sciences Po qui les empêche de travailler alors que c'est tout à fait anormal, surtout maintenant où il y a les examens qui sont en train de se passer. Alors, je vais poser la question à l'ancien directeur général de la police nationale. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui que cette situation, finalement, soit incontrôlable? Incontrôlable, je ne dirais pas ça, mais incontestablement, il y a quand même un risque. J'ai parlé tout à l'heure de la convergence des luttes, c'est quelque chose qu'a toujours essayé de faire l'extrême gauche. Je vous parle dans les 40-50 dernières années, avec notamment l'organisation terroriste Action Directe. Ils ont toujours essayé d'amener avec eux un certain nombre de personnalités, de voyous, etc. Là, on a un exemple type de convergence des luttes entre d'un côté les militants LFI d'extrême gauche et de l'autre les islamistes. Alors sur le papier, ces gens-là n'ont apparemment rien à voir. La position que peuvent avoir les uns et les autres sur la place de la femme dans la société, par exemple, sont parfaitement incompatibles. Mais pourtant, il y a cette convergence qui est due finalement au mépris et à la haine de notre fonctionnement, de notre République, de notre démocratie. Et ça, oui, c'est incontestablement un petit peu inquiétant. Est-ce qu'il peut y avoir une résurgence des attentats, comme on l'avait vu menés par certains groupuscules d'extrême gauche à l'époque en France, à Paris notamment? Alors, actuellement, les services de renseignement travaillent et sur l'extrême droite et sur l'extrême gauche, mais surtout sur les islamistes. Si on prend le début du terrorisme islamique moderne en France, qu'on situe à peu près dans les années 80, 1980, on peut s'apercevoir qu'à chaque fois qu'on a eu des actes de terrorisme importants, lourds, avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de morts, c'était toujours en réaction à une situation internationale difficile. Le Hezbollah nous a frappé dans les années 86, 87, 88. Le GIA islamiste, le groupe islamiste armé algérien nous a frappé en 94, 95, 96, alors qu'il y avait la guerre civile en Algérie. Daesh nous a frappé, on s'en souvient malheureusement bien tous, en 2015, 2016, alors qu'il y avait la guerre dans la zone irako-syrienne. Et là, avec la guerre qui est menée aujourd'hui en Israël, eh bien incontestablement, le risque terroriste et islamiste, il augmente de manière exponentielle. Alors quelle peut être la réponse des autorités? Parce que vous dites qu'il y a une convergence d'idéologie. Est-ce que cette convergence d'idéologie peut se traduire aussi par l'utilisation des islamistes à des fins terroristes? Vous savez, dans le domaine du terrorisme, il faut être extrêmement prudent et n'étant plus aux affaires, je n'ai pas d'informations particulièrement précises. Ce que je vous dis, c'est ce que je pense, ce que je crois, compte tenu de mon expérience et de ce que je peux lire à droite et à gauche. Donc je ne sais pas s'il peut y avoir un risque de passage à l'acte terroriste avec des groupuscules mixtes, si j'ose dire, extrême gauche et islamistes. Mais enfin, dans le passé, ça s'est vu. Je vous rappelle
le détournement d'avion d'Air France à Entebbe, où nous avions des militants d'extrême gauche allemands avec des militants palestiniens. Donc c'est des choses qui ont déjà existé et qui malheureusement pourront éventuellement réexister encore. Ça sera sans doute ma dernière question, Frédéric Pechnard. Vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Est-ce que la réponse du Conseil régional, avec bien évidemment la limite d'opération vis-à-vis de l'État, doit être ferme ou elle doit passer par le dialogue? Écoutez, moi, ça ne va pas vous surprendre, mais je soutiens évidemment à 100% la décision de Valérie Pécresse. Le dialogue, c'est important, mais avant le dialogue, il faut mettre fin aux occupations, si vous parlez bien de l'occupation de Sciences Po. Et je pense que la réponse de la présidente qui consiste à dire pour l'instant, on gèle absolument tous les aides qu'on peut apporter à Sciences Po tant que la sécurité et la sérénité ne sera pas revenue, me paraît une bonne chose. Il y a des choses qui sont tout à fait inacceptables. Quand des étudiants juifs sont interdits d'entrer dans Sciences Po parce qu'ils sont juifs, ou d'autres qui ne peuvent pas travailler normalement parce qu'ils sont soumis à la terreur ou à l'inquiétude ou aux menaces d'un certain nombre de militants. Ce sont des choses qui sont parfaitement inacceptables. Je regrette d'ailleurs que le gouvernement n'ait pas jugé utile de faire la même chose que nous à la région. Et naturellement, une fois de plus, je soutiens complètement Valérie Pécresse. Très rapidement, en quelques secondes, qui est en charge d'envoyer la police se déployer dans l'université à Sciences Po? C'est le Conseil régional, c'est la ville de Paris, c'est l'État? Alors c'est exclusivement l'État. Le Conseil régional n'a aucune compétence en termes de sécurité et la mairie de Paris, elle en a, mais elle a une police municipale qui n'est pas faite pour faire du maintien de l'ordre. Donc le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre est exclusivement du domaine de l'État, c'est-à-dire à Paris, du préfet de police. Merci beaucoup Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale, aujourd'hui vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin de Ce Défense. On se retrouve la semaine prochaine.